Bonjour Josiane, bienvenue dans Biz and Bibs. Bonjour Estelle. Enchantée, bienvenue dans le podcast. Je suis vraiment ravie de t'interviewer. Tu m'as envoyé un super livre dont on va parler aujourd'hui, Entrepreneur d'exception, qui va parler, je pense, à beaucoup d'auditrices, mais aussi auditeurs, j'en suis sûre. Josiane, tu es auteure, journaliste spécialisée en entrepreneuriat féminin et copywriter. Tu as écrit plusieurs ouvrages, mais aujourd'hui, c'est donc de entrepreneurs d'exception, conseils de femmes inspirantes, figures emblématiques et créatrices d'aujourd'hui dont on va parler. Et dans ce livre, tu dresses le portrait de femmes aux parcours exceptionnels, exploratrices, scientifiques, sportives, artistes, entrepreneurs d'hier et d'aujourd'hui. Et donc, à travers leurs histoires, tu explores des notions comme la confiance en soi, la créativité, l'audace, l'énergie, la réussite professionnelle, tout en les accompagnant de conseils concrets pour celles et ceux qui souhaitent s'en inspirer. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre et surtout sous cette forme-là de portrait qui mêle à la fois récit et boîte à outils? Oui, alors le point de départ, ça a été ma chronique dans un magazine pour aider justement les entrepreneurs. Un magazine qui s'appelle Odyssée, qui était édité par Live Mentor et dans lequel justement je faisais le portrait à chaque fois d'une femme qui avait entrepris à toutes les époques et dans tous les domaines. Et donc on a repris une partie de ces portraits pour en faire un livre pour aider les femmes à entreprendre. Et à chaque fois, j'ai agrémenté, retravaillé avec des nouveaux conseils pour que ce soit le plus pratique et inspirant possible pour les lectrices. Et en fait, le point de départ de ce livre, ça a été pour moi de présenter une diversité des parcours et des profils pour que toutes les lectrices puissent se reconnaître et ne pas se sentir mises de côté. En fait, c'est un peu le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à être à mon compte. Et c'est T'as un format commencé qui, quand du coup, toi? oh bah il y a plus de 10 ans maintenant, donc heureusement les choses ont bien évolué depuis. Et puis il y a à l'époque il y avait très peu de rôle modèles féminins en fait. C'était vraiment, il y avait vraiment quelque chose à construire là-dessus. Et on était beaucoup dans les clichés de les entrepreneurs et les entrepreneuses vraiment Wonder Woman, il fallait que tout soit parfait, il fallait être invincible. Donc ça, là-dessus, il y a eu beaucoup de progrès, mais je trouvais qu'en termes de diversité, ça restait quand même très limité. Donc ça a été vraiment très important pour moi. Et puis je voulais que ça soit un format qui soit un peu hybride, c'est-à-dire à la fois inspirationnel et en même temps avec des conseils très pratico-pratiques, très pragmatiques, parce que je pense que les deux sont importants. C'est rigolo parce Euh, qu'il y a vraiment des fois des portraits bah voilà, et tu parles de Jeanne Barré qui est botaniste au XVIIIe siècle et tu arrives à tirer de son histoire des choses que l'on peut appliquer nous dans notre quotidien alors qu'on ouais. vivait un quotidien tout à fait différent, qu'on avait, enfin voilà, on n'a pas forcément exactement le même business qu'elle, mais malgré tout, tu as su tirer de chaque parcours de femme que tu as mis en avant des outils et voilà, des conseils concrets. Et moi, ce qui m'a vraiment surprise, c'est que j'ai découvert plein de personnes, en fait. Ça change énormément du livre où on voit finalement les entrepreneurs un peu typiques dans la tech, celles dont on a l'habitude d'entendre le nom. Mais là, j'ai vraiment découvert des nouvelles personnes. Comment est-ce que tu as sélectionné les femmes que tu as mises en avant dans ce livre? Alors, en fait, ça s'est fait avec le magazine, justement. On est parti à chaque fois d'une thématique importante pour entreprendre. Donc, ça peut être l'énergie, la créativité, justement, pour Jeanne Barret. Et après, je voulais absolument que ça soit toujours des femmes différentes. Des femmes parfois qui sont invisibles. En effet, Jeanne Barret, elle n'est pas forcément très connue et pourtant, elle a fait des choses incroyables. Et l'histoire regorge de portraits de femmes qui ont fait des choses extraordinaires et qui sont un petit peu mises de côté. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on les met de plus en plus en valeur. Donc ça, c'est très chouette. Et je voulais à chaque fois montrer que ces femmes, elles partaient de très loin et qu'elles arrivaient à faire des choses extraordinaires. Parce que je pense que c'est très important quand on entreprend
d'avoir des modèles de gens de tous horizons, pas seulement d'un point de vue business, mais ça peut être aussi des artistes, ça peut être des scientifiques, ça peut être des sportives, des femmes qui nous montrent que c'est possible, en fait, Mm. quel que soit notre point de départ, quelle que soit notre origine, quel que soit notre statut social, de montrer que ça existe, parce que tant qu'on le voit pas, on le sait pas. Et quand on ne sait pas qu'on est capable de le faire. Mm. Donc ça, c'était très important pour moi de délivrer ce message-là et d'avoir encore une fois une diversité, une pluralité de profils pour montrer que l'entrepreneuriat, c'est pas seulement qu'un point de vue business. Et alors, il y a vraiment des femmes, donc finalement, qu'on connaît. Il y a Serena Williams, que tu as Mhm. mentionné dans ton livre. Il y a Ariana Huffington, fondatrice du HuffPost. Mais il y a aussi donc des personnalités vraiment de l'histoire un peu plus ancienne. Donc notamment, on a cité là Jeanne Barret, botaniste du 18e, qui s'est déguisée en homme et qui a été l'une des premières femmes à faire le tour du monde. Mais j'ai aussi découvert d'autres entrepreneurs qui m'ont vraiment surprise. Madame C.J. Walker, qui a été une des premières à lancer une marque de cosmétiques pour les Afro-Américaines, c'était pareil au 19e siècle. Enfin voilà, c'était très avancé pour l'époque. Comment est-ce que tu as découvert ces personnes-là et j'ai envie aussi de te demander quelle est la personnalité qui t'a le plus surprise parmi celles que tu as pu mettre en avant dans le livre? Alors, la personnalité qui m'a le plus surprise, je dirais que c'est Maya Angelou. Parce que en fait c'est mon idole Maya Angelou. C'est donc pour resituer, Maya Angelou, elle est née en 1928 à Saint-Louis dans le Missouri, donc un petit village en Arkansas, dans une Amérique qui était à l'époque très ségrégationniste. Elle a eu beaucoup de difficultés dans sa vie. Elle a été mère célibataire à 17 ans. Elle a exercé plein de métiers. Elle a été notamment conseillère de Martin Luther King. Et après, elle a été romancière, essayiste, actrice, danseuse, militante, productrice, mais aussi conductrice de bus, tenancière de bordel. Enfin, c'est vraiment une histoire extraordinaire. Et en fait, elle m'inspire par à la fois son courage, sa force et toujours sa capacité à se réinventer. Je pense que c'est très important dans l'entrepreneuriat d'avoir des figures comme elle parce que l'entrepreneuriat nous demande tout le temps de nous adapter, Mm. de changer nos plans qui ne se passent jamais comme prévu. Donc Maya Angelou, elle montre en fait cette agilité face aux situations de la vie. Et, euh, et d'ailleurs, je trouve qu'on parle très peu des mères célibataires dans l'entrepreneuriat. C'est vrai. Donc, je salue justement ton podcast pour ça. Merci de prendre la parole sur ce sujet qui est très important. Et on a peu de justement de femmes entrepreneurs, mamans ou mères célibataires qu'on met sur le devant de la scène. Je pense par exemple à Veuve Clicquot, la Veuve Oui, Clicquot. ah, ça Euh, m'a énormément impacté son parcours. Je Bah pense que ouais, c'est c'est une des histoires qui m'a extraordinaire. le plus impacté parce que je ne connaissais pas l'histoire Ouais. derrière le champagne Clicquot. Bah voilà, en fait, donc Barbe Nicole Clicquot Ponsardin, elle s'est retrouvée quand même veuve et mère célibataire et elle a décidé de reprendre les rênes de la maison de champagne qui était donc à son mari, sans rien connaître au business, enfin à une À époque où, 27 ans. à 27 ans, à une époque où les femmes, évidemment, n'avaient pas de compte en banque, n'avaient pas le droit d'avoir de l'argent. Donc, et elle en a fait l'entreprise qu'on connaît et qui perdure toujours aujourd'hui. Donc, c'est vraiment intéressant en fait de voir l'histoire sous ce prisme-là, de voir ce que les femmes sont capables de faire, parce que souvent elles l'oublient quand elles entreprennent. Elles peuvent parfois manquer de confiance, manquer de légitimité, et c'est intéressant de voir que en fait l'histoire est peuplée de femmes qui sont parties de très loin et qui ont réussi à faire des choses dont elles ne se pensaient pas capables, quoi. Donc c'est bien d'avoir cet héritage-là et d'en avoir conscience. Voilà. Tout à fait, c'est intéressant parce que ça offre des rôles modèles autres que ceux que l'on peut avoir dans la vie plus contemporaine. Et comment est-ce que tu penses que les entrepreneurs d'aujourd'hui pourraient justement s'approprier
ces histoires pour leur propre façon d'entreprendre dans notre monde moderne? Bah, je pense qu'on peut en tirer plein de choses en fait de toutes ces histoires, puisque à chaque fois, à chaque moment où ces femmes elles rencontrent un obstacle, elles arrivent à faire preuve de créativité, elles arrivent à faire preuve de résilience, elles arrivent à avoir de l'agilité, elles arrivent à imaginer des chemins de traverse pour y arriver, et ça c'est le propre de l'entrepreneuriat. Donc, en fait, on le voit à travers leur parcours. À chaque moment, elles nous donnent des clés qui font écho à ce qu'on vit nous aussi aujourd'hui. Et pour faire le lien avec le présent, dans le livre, j'ai aussi interrogé des entrepreneuses d'aujourd'hui. C'était important pour moi justement de à la fois de parler du passé et du présent. Je pense que les deux facettes sont très importantes et inspirantes. Et donc je suis partie interroger des femmes qui sont lauréates du Bold Woman Award et du Bold Future Award, qui est un prix qui est décerné par la maison Veuve Clicquot, qui est partenaire du livre et qui a un programme qui s'appelle Bold by Veuve Clicquot, euh, qui est un programme qui existe depuis 1972 pour aider les femmes justement à entreprendre et surtout pour les visibiliser. Parce que le gros sujet de l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui, et de tout temps, c'est la question de visibiliser les femmes qui sont beaucoup moins visibles malheureusement que les hommes jusqu'à présent. Donc plus on leur offre une place, plus on les met en valeur, plus elles prennent confiance et plus elles arrivent en fait à créer des choses extraordinaires et surtout à être financées à la hauteur qu'elles méritent, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais on y Tout travaille. à fait. Alors, tu as interviewé donc les fondatrices de la marque cosmétique La Rosée, que je Mhm. pense qu'on est très nombreux et nombreuses à connaître aujourd'hui, mais aussi des entrepreneurs que je ne connaissais pas personnellement, mais dont j'ai trouvé les entreprises et les parcours très inspirants. Amélia Matar, les fondatrices de Meet My Mama, qui est un traiteur qui emploie des mamans, c'est ça, si je me Oui, souviens bien. exactement. C'est un traiteur engagé. Alors, elles ont plusieurs activités grâce à Meet My Mama, mais l'idée, c'est en effet d'employer donc ce qu'elles appellent les mamas, c'est-à-dire des mamans justement qui cuisinent en fait et qui font des plats extraordinaires et d'utiliser ces plats pour en faire des traiteurs et elles aussi de les professionnaliser pardon, pour qu'elles puissent devenir des chefs cuistots. Donc c'est extraordinaire ce qu'elles arrivent à faire justement avec un business d'un point de vue social et sociétal et économique, tout en étant extrêmement rentable. Donc c'est beau aussi de voir à quel point ces femmes, elles peuvent avoir un impact sur la société et sur les changements, les évolutions. C'est vraiment magnifique à voir. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil en particulier qu'une de ces entrepreneurs t'a donné pour la rédaction du livre qui t'a particulièrement marqué? Alors, il y en a beaucoup, mais si je devais en choisir un, je dirais que, on va dire, il y en a deux. Le premier conseil qui m'a époustouflée, c'est Elisabeth Laville, qui est fondatrice d'un cabinet qui s'appelle Utopie et qui est aussi autrice et adepte de sport de glisse d'ailleurs. Et en fait, euh, en 1993, elle avait créé donc Utopie. Et à cette époque, la conscience écologique des entreprises n'existait pas beaucoup. Et quand elle allait pitcher son projet, euh, les gens n'y croyaient pas, les gens ne la prenaient pas au sérieux. En plus, avec sa cofondatrice, c'était deux femmes jeunes. Voilà, il y avait tout ce qu'il fallait, tout était réuni pour en termes de difficultés. Et je lui ai dit lors de l'interview, mais ça n'a pas été trop dur pour vous à ce moment-là? Elle m'a dit, mais on s'en fout, très naturellement comme ça, en explosant de rire. Alors, j'ai pas gardé la phrase on s'en fout, mais j'ai tellement adoré ce comportement-là, parce qu'en fait, ce qu'elle voulait dire derrière ça, c'est la vraie question à se poser, c'est est-ce que vous avez envie d'accorder de l'importance aux personnes qui ne vous prennent pas au sérieux? Est-ce que c'est des modèles pour vous? Et si ça ne l'est pas, passez votre chemin. Et en fait, le conseil sous-jacent derrière, c'est euh,
qu'est-ce que vous décidez de faire de votre énergie? Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une question d'énergie sur le long terme. Dans quoi est-ce que vous allez mettre votre énergie et vos forces en fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très très important de toujours se recentrer parce que il y aura toujours des gens qui comprendront pas ce que vous faites, qui vont juger, qui vont le dénigrer. Mais c'est pas là-dessus qu'il faut mettre son cheval de bataille. Et le deuxième conseil, c'est celui de Céline Lazorte. Donc Céline Lazorte, elle a créé Litchi, MangoPay, elle a créé Sista, qui est un collectif de femmes pour justement aider et financer les femmes qui entreprennent. Et elle est devenue investisseuse après avoir vendu Litchi. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle m'a dit que il était temps pour elle, une fois qu'elle avait bien revendu Litchi, de redonner à l'écosystème. C'est-à-dire, quand l'écosystème entrepreneurial l'a aidée, et bien maintenant, elle a décidé de redonner à l'écosystème et de financer des femmes qui entreprennent. Et j'ai trouvé ça tellement puissant, en fait, et humaniste, parce qu'elle pourrait très bien juste arrêter de travailler. Et non, elle va, elle, à son tour, aider d'autres femmes pour, là encore, faire bouger les lignes et aider les femmes à entreprendre. Et je trouve que c'est très, très noble. Et, euh, je me souviens qu'elle m'a dit que l'entrepreneuriat exigeait d'accepter que 99 portes se ferment avant que la centième s'ouvre. Mm. Parce qu'en fait, on bâtit sur des petites victoires. On ne s'en Mm. rend pas forcément compte de l'extérieur parce qu'on voit des histoires résumées, mais de l'intérieur, en fait, ce ne sont que des toutes petites victoires qui, à un moment donné, débouchent sur quelque chose de grand. Et c'est important de l'avoir en tête quand on a la tête dans le guidon, en fait, Mm. au quotidien, quoi. Dans ton livre à toi, il y a une phrase, cette fois qui parle d'un sujet un peu plus dur, mais très réaliste, de l'entrepreneuriat, qui m'a marquée. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit merci. Merci Josiane de l'écrire parce que c'est bien de relater cette réalité-là. C'est Amelia Matar qui a dit, il est important de dire aux femmes que l'entrepreneuriat est vraiment difficile. Pourquoi est-ce que c'est important de le dire? Oui, tout à fait, c'est important de le souligner. Alors, elles me l'ont toutes dit. Et la plupart du temps, je l'ai gardé dans l'interview pour que les lectrices vraiment en effet, l'imprègnent. C'est important de le dire parce que il y a une tendance actuelle qui vient rendre l'entrepreneuriat un petit peu glamour. Et On est d'accord. voilà. Et au quotidien, ça l'est pas forcément. Donc c'est important d'avoir en tête et de faire attention là-dessus. Ça reste quelque chose qui est très difficile, un rythme qui est très difficile. Il y a beaucoup d'obstacles. Elles m'ont souvent dit que l'entrepreneuriat, c'est un marathon et non pas un sprint. Donc il faut quand même tenir sur la durée et ça, c'est très difficile. Donc pour les femmes qui nous écoutent et qui voudraient, et les hommes aussi bien sûr, qui voudraient se lancer, je pense que c'est important de bien euh, avoir les bonnes infos avant de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut le faire en ayant conscience et savoir ce qui vous convient. Apprendre à se connaître, ça c'est très important aussi, et l'entrepreneuriat nous aide pour ça. C'est pour ça que pour moi, l'entrepreneuriat, entreprendre, c'est plutôt au sens large, en fait. Peut-être que vous allez entreprendre d'une certaine façon qui n'est pas forcément liée au business. Je Oui, et pense qu'il faut finalement, dans ton élargir livre, cette ça se notion. voit justement cet élargissement de la notion, puisqu'on retrouve des athlètes, des scientifiques, des exploratrices. Et ça, c'est finalement une définition de l'entrepreneuriat, comme tu le dis, une exploration Ouais. de sa curiosité et cette envie, en tout cas, de créer quelque chose. Ça peut être effectivement un business, mais ça peut être aussi créer, voilà, d'autres choses que simplement un business. Oui, rien qu'un projet, hein, c'est une forme d'entrepreneuriat. Créer un projet, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande d'avoir confiance dans son idée, de la tester, de la modifier.
d'aller la soumettre aux autres, d'être vulnérable aussi dans ce chemin-là. Déjà, ça, rien qu'un projet, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, on peut aussi commencer par ça, et c'est une bonne façon, c'est une bonne entrée en matière, on va dire, avant de tout de suite monter une boîte. Évidemment, on est sur Biz and Bibs, donc on s'adresse principalement quand même si je sais qu'il y en a qui ne sont pas parents qui nous écoutent, mais on s'adresse principalement aux parents qui entreprennent. Dans ton livre, tu as évidemment beaucoup de portraits, que ce soit du passé ou du présent, de femmes qui sont entrepreneurs, mais aussi mamans. Quelles seraient pour toi les pépites que tu emportes avec toi parmi les mamans entrepreneurs que tu as pu rencontrer et interviewer? La première chose, je dirais, c'est d'essayer de ne pas faire parfait, de ne pas chercher le 20 sur 20. Parce que souvent, les femmes entrepreneurs et qui sont mamans, elles ont envie que tout soit parfait pour se lancer, alors qu'en fait, le plus important, c'est pas que ça soit parfait, c'est de partir des besoins des clients. C'est ça le plus important. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment avoir en tête pour, en effet, bien savoir dans quoi est-ce qu'on va placer son énergie. Le but n'est pas d'avoir un site parfait, un logo parfait, une entreprise parfaite avec des process parfaits. Le but, c'est de comprendre quels sont les besoins des clients, comment est-ce que vous allez y répondre et comment est-ce que vous pouvez dégager de la rentabilité de ça. C'est très important. Donc L'exemple ça, parfait, il y a la rosée, c'est ça, pour illustrer cet exemple-là, il me semble, elles se sont lancées assez rapidement, en tout cas en pharmacie, elles y sont allées direct avec un monoproduit ou une gamme très réduite. Et pour elles, oui, l'important, c'était comme elles avaient cette expérience de pharmacienne, c'était de mettre leurs produits dans les mains de leurs consommatrices et consommateurs pour voir les retours. Et enfin voilà, si on peut lier en tout cas cette pépite-là, ce conseil à un vrai parcours, moi de mémoire, c'était un bon exemple. oui, alors elles me l'ont toutes dit, le fait de s'intéresser, d'être vraiment focus sur les clients, ça, elles me l'ont toutes dit. Et en fait, ce qui est intéressant avec la rosée, c'est que quand elles ont commencé, elles sont allées faire du porte-à-porte à chaque pharmacie de Lyon, en disant, voilà, on fait un événement, on va montrer nos produits, venez. Et l'événement, elles l'ont fait chez elles. Et en fait, toutes les pharmacies sont venues juste par curiosité. Déjà, tu vois, on parlait d'audace. Voilà, d'avoir l'audace de dire, bah en fait, on n'a pas forcément les locaux, on n'a pas forcément encore l'entreprise parfaite, mais déjà on a cet élan. Et on va aller voir les pharmacies pour leur montrer le produit qu'on a en tête. Donc ça, typiquement, c'est exactement une application concrète, en effet, de cette pépite-là. La deuxième chose, je dirais, c'est de se rendre compte que ce que vous faites, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et je pense qu'il est très important de célébrer pour que le cerveau enregistre toutes les petites victoires qui arrivent. Parce que souvent, quand on a la tête dans le guidon, on voit toujours ce qui manque. Et on est toujours en train de courir après ce qu'on a à faire. Or, quand on est maman et qu'on entreprend, on est déjà une warrior, en fait. On est déjà en train de faire des choses qui sont extraordinaires. Donc, c'est important parfois de se poser et de savourer ça et de le célébrer pour bien l'avoir en tête et pour repartir aussi de plus belle. Et puis, la troisième chose, c'est, je dirais, de ne pas vous oublier dans cette aventure parce que vous êtes le facteur le plus important de votre entreprise. Et donc, votre bien-être est aussi important que votre chiffre d'affaires. Votre épanouissement dans cette aventure est aussi important que votre chiffre d'affaires. Le plaisir que vous mettez à faire ça. Il y a même un chapitre sur l'amour. Alors ça peut paraître un peu naïf comme ça, l'amour, mais en fait c'est très important de cultiver l'amour au quotidien parce que face à la montagne d'obstacles et de difficultés qu'on a, le fait de se nourrir du plaisir qu'on a à aller tous les jours travailler, le plaisir que l'on a dans ce que l'on fait, l'intensité qu'on a à faire ça,
il faut la cultiver. Donc c'est vraiment important de se rappeler comment est-ce que je m'amuse au quotidien dans cette aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce qui me plaît le plus? À quoi est-ce que je vais me rattacher pour pouvoir me donner du fuel et continuer longtemps? Et je pense qu'il n'est pas obligatoire d'avoir confiance en soi pour y arriver. Ça, c'est Céline Lazorte qui me l'a dit. Je le souligne parce que souvent les femmes disent oui, mais moi le problème c'est que j'ai pas confiance en moi. Bah en fait la confiance déjà c'est un muscle, ça va, ça vient. C'est pas, on n'est pas tout le temps au top et on n'en a pas besoin pour avancer, pour accomplir des choses. Donc ce n'est pas parce que vous n'êtes pas confiante que vous ne pouvez pas y arriver et que vous n'êtes pas compétente. Au contraire, les femmes sont surcompétentes en général dans ce qu'elles entreprennent. Donc voilà, c'est important d'en prendre conscience et de le dire haut et fort. Et comme le dit d'ailleurs Barbe Nicole Kilko, le plus grand risque, c'est de ne pas oser. On parle quand même d'une dame qui a osé envoyer ses bouteilles en Russie en plein blocus parce que c'était la guerre de Prusse, et elle a mené sa marque de champagne voilà, à la hauteur où on la connaît aujourd'hui, qui est une des marques de champagne les plus prestigieuses. Voilà, si on peut rebondir sur ce point-là de l'audace et de parfois se faire confiance pour oser. Une autre citation marquante, moi, du livre que j'emporte avec moi, Jeanne Barré m'a beaucoup marqué parce que je ne la connaissais absolument pas. Je vous invite vraiment à lire ce livre, ne serait-ce que pour découvrir ce témoignage qui est, enfin, témoignage non, puisque elle est d'une autre époque, et ce portrait. Et c'était amusez-vous, la créativité vous aide à vous réinventer, et votre entreprise doit être vraiment votre terrain d'expression, votre miroir. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, comme tu l'as très bien dit, surtout les mamans, on peut être très perfectionniste, se mettre le niveau très haut, à un point où on en oublie peut-être parfois un petit peu la raison, le pourquoi. Et finalement, ce pourquoi, c'est bien souvent une passion, un feu qui brûle en nous, qu'on a envie, voilà, de répandre, une conviction qui nous anime. Et comme tu l'as si bien dit, des fois se reconnecter à soi et à cette confiance, à cette audace, c'est ce qui nous permet d'entreprendre avec plus de motivation. Mais effectivement, c'est pas facile tous les jours. Moi, je pense que ce livre aide bien dans ce sens-là à trouver en tout cas des ressources pour les moments un petit peu plus difficiles. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de le voir un peu comme un compagnon de route, de pouvoir piocher comme on le souhaite, quand on le souhaite, de pouvoir y revenir si on en a envie. C'est un livre aussi qui est illustré, qui a été illustré par Lucie Barthe-Dejean. Donc c'est un beau livre en plus d'être pratique et pragmatique. Et c'était important pour moi de pouvoir aussi montrer voilà ces femmes, leurs portraits. Euh, Encore une fois, dans une démarche de visibilité sur ce qu'elles font et ce qu'elles entreprennent. Et en effet, Jeanne Barré, en fait, ce qui est vraiment intéressant avec elle, c'est la créativité qu'elle met et qu'on peut adapter à notre entreprise aujourd'hui parce que quand on entreprend, on part aussi d'une page blanche. Donc, on peut aussi se permettre de se donner carte blanche sur nos process, sur la façon dont on a envie d'inventer ce qu'on crée. Et souvent, on pense que la créativité, c'est quelque chose de l'ordre du loisir créatif, en fait. On confond parfois créativité et loisir créatif. C'est-à-dire que souvent les gens disent, moi je suis pas créative parce que je ne sais pas dessiner, par exemple, ou je ne sais pas broder. Mais en fait, la créativité, c'est comment est-ce que j'imagine une solution face à quelque chose de nouveau pour moi. Et on voit bien à quel point les entrepreneuses et les entrepreneurs sont toujours obligés d'être créatifs au quotidien pour justement voilà, contourner, imaginer des choses nouvelles, imaginer des produits nouveaux, changer un marché. C'est tout ça en fait. C'est aussi refuser le statu quo et ouvrir le champ des possibles. Donc c'est extrêmement positif en fait.
de d'entreprendre avec ce feu-là qu'on a en nous. Qu'est-ce que tu dirais à des femmes qui entreprennent et qui ont justement cette perte de confiance, cette perte de motivation qui peut arriver après quelques années, notamment quand on est dans son business, que les choses ne décollent pas comme on le souhaite. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Bah, je pense que la première chose, c'est de se reconnecter à ce qui leur fait plaisir, en fait. Pourquoi est-ce qu'elles ont entrepris à la base? Il y avait quoi derrière? Une passion, une vision, une démarche, une envie de créer quelque chose. Il faut essayer de se reconnecter à ce feu premier et de voir comment est-ce qu'on peut continuer à l'alimenter. Parce que peut-être qu'il n'est pas mort, peut-être qu'il est juste enfoui sous des missions et des tâches qui sont venues s'empiler au fur et à mesure et qu'elles n'ont pas besoin de faire. Ça, c'est très important, c'est aller vers là où on est bon et s'obliger à déléguer le reste, en fait, pour garder justement cet élan sur le long terme. Je dirais qu'il faut jamais rester seul. Ça, c'est très très important pour vous et pour votre entreprise. Il faut absolument soigner vos liens, aller vers les autres, aller vers des réseaux, euh, des clubs. euh, il faut essayer en fait de voir ce qui vous convient. Il y a des choses qui vont peut-être pas vous convenir et c'est OK parce qu'il faut toujours composer en fonction de sa personnalité, mais essayez le plus possible d'aller vers des gens qui entreprennent et surtout qui sont plus avancés que vous. Ça, je pense que c'est très important aussi pour avancer dans le bon sens. Et d'ailleurs, elles me l'ont toutes dit, les entrepreneuses que j'ai eu la chance d'interviewer. L'entourage, le réseau est très, très important. Vraiment, c'est un des points clés quand on entreprend. On ne peut pas entreprendre tout seul dans son coin et rester isolé et solitaire. Ça va pas fonctionner. Voilà. Donc, l'important, si jamais vous manquez de confiance, c'est de se dire que la confiance n'est pas quelque chose qui est tout le temps présent à tous les moments et pour tout le monde. Parce que souvent, on a tendance à idéaliser les autres en se disant, oh là là, qu'est-ce qu'elle est super, elle arrive à tout faire, et puis elle a tellement confiance, et puis etc., etc. On ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Notamment chez Serena Williams, hein, on le voit dans le livre où j'ai vraiment décrit son parcours, le nombre j'allais dire de revers, c'est le cas de le dire, mais de, 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 de murs qu'elle se prend depuis qu'elle est enfant, c'est quand même très très difficile. Et d'ailleurs, elle, ce qu'elle fait pour avoir confiance, c'est un carnet spécial match qu'elle lit avant et pendant le match avec des phrases qui l'aident à se donner confiance, à booster sa confiance, avec des phrases, des affirmations positives qui disent elle va gagner ce match, qu'elle est meilleure que son adversaire, qu'elle a déjà eu des médailles, qu'il n'y a pas de raison qu'elle n'en ait pas d'autres. Donc voilà, tout ce qui peut vous aider, vous nourrir en fonction de votre personnalité, ça c'est très important, pas en fonction de celle des autres, mais de la vôtre. Tout ça, ça va vous aider à reprendre un peu d'élan et accepter aussi que parfois, bah, il y a des moments où c'est plus difficile. Et c'est OK, en fait. Il y a des moments où on stagne, on est sur un plateau. Il faut repenser les choses. C'est pour ça que je parlais d'agilité tout à l'heure. Il faut repenser, revoir des choses pour repartir de plus belle. Mais c'est OK. Ces phases-là sont OK, sont tout à fait normales. Oui, ça fait partie de toute façon des montagnes russes de la vie entrepreneuriale. J'ai adoré en tout cas ce conseil du carnet confiance. Je connaissais le principe des affirmations positives, mais effectivement les écrire et les lire en cas de besoin, c'est un petit peu la trousse de secours pour entrepreneurs. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Et puis pour rebondir, bah, évidemment sur le point du réseautage. Donc moi j'ai créé la communauté Biz and Bibs pour les parents entrepreneurs. Donc voilà, si vous vous sentez un petit peu seul dans votre business, qu'il soit récent, qu'il soit déjà lancé, que vous avez besoin de vous connecter à d'autres personnes qui comprennent aussi vos problématiques et enjeux de parents, on est là, on vous attend les bras ouverts. Mm. Entrepreneur d'exception, voilà un guide
vraiment à lire pour les personnes qui entreprennent, qu'elles soient hommes ou femmes, hein, parce que je pense que c'est inspirant pour tout le monde. Et moi, ce qui m'a vraiment, en tout cas, inspiré, c'est cette diversité de profils. J'ai vraiment été surprise. Et j'ai été ravie de creuser ces portraits de personnes plus ou moins connues avec toi, que tu puisses nous en dire un peu plus sur leur parcours, mais aussi sur les leçons qu'on peut en tirer. Très intéressant, selon moi, ce parallèle avec comment est-ce que des personnages du passé, on peut vraiment s'inspirer de leur parcours pour entreprendre aujourd'hui et améliorer la façon dont on entreprend aujourd'hui. Donc, merci en tout cas, Josiane, pour ce partage et je mettrai évidemment le lien du livre dans la description. Merci beaucoup Estelle, merci pour ton invitation. Avec plaisir.